On a tous l'impression de connaître Rihanna. On voit les tubes, les milliards de vues, les sourires sur les tapis rouges, mais tout ça c'est une vitrine, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que si on regarde la réalité froide des chiffres, Rihanna n'est plus chanteuse depuis bien longtemps. La musique, ce n'est plus que 3% seulement de sa fortune. La réalité, c'est que cette femme a réalisé le hold-up le plus sophistiqué de l'histoire du business moderne. Elle a utilisé la pop culture comme un cheval de Troie pour infiltrer les industries les plus verrouillées et détruire des monopoles centenaires. Alors posez-vous la question, comment une gamine de 17 ans, tout droit venue des Caraïbes, a réussi à mettre à genoux des géants intouchables comme Victoria's Secret ou L'Oréal en moins de 5 ans. Et enlevez-vous tout de suite de la tête l'idée de la chance ou du destin. On ne met pas L'Oréal à genoux par accident. Ce qu'elle a mis en place, c'est un plan d'attaque massif. Une machine de guerre économique construite pour une seule chose, la domination totale. Alors oubliez la star des magazines, aujourd'hui on va faire ensemble l'autopsie d'un business à 1,4 milliard de dollars. Et vous allez voir son arme la plus redoutable, ce n'était pas sa voix. Pour comprendre le début de l'histoire, faut déjà planter le décor. Nous sommes en février 2005, à New York. Rihanna a 16 ans quand elle rentre dans les bureaux de Def Jam Recordings. Pour ceux qui connaissent pas, Def Jam, c'est pas juste un label. Pour vous donner une idée, c'est un peu le Goldman Sachs de la musique urbaine. C'est la maison mère, par exemple, de Kanye West. Mais à ce moment précis, dans la tour d'Universal Music, l'ambiance n'est pas zobo-fixe. C'est même plutôt tendu parce que c'est la première année de Jay-Z en tant que dirigeant. Jay-Z, à la base, c'est un des plus grands rappeurs américains et il est sous pression des actionnaires. Donc vraiment, il a tout approuvé, qu'il peut gérer les finances, qu'il peut trouver les meilleurs futurs pop stars, etc. Le problème, c'est qu'ils ont plus de budget. Def Jam, il a pas le pif visiblement parce qu'il avait misé sur une autre fille, Tahiria Mari, qui est donc la priorité stratégique à ce moment-là. Tout est censé lui réussir, elle a un bon look, elle fait du bon son, elle semble avoir 10 ans d'avance sur Rihanna. Rihanna, elle arrive vraiment de nulle part, c'est vraiment le plan B dans l'histoire. Elle a pas de look, elle a pas de catalogue, rien. Donc vraiment, il la garde par sécurité, quoi. Vraiment, imaginez la scène. On est au 29e étage d'Universal Studios. Il y a Rihanna qui sort de nulle part, qui arrive dans le bureau de Jay-Z. Jay-Z, c'est pas le Jay-Z sympa qui est en train de rapper, nous régaler. Cravate, micro, il la regarde dans le blanc des yeux et il lui demande de faire ses preuves. Donc je vous laisse imaginer l'ambiance un peu lourde. Il est fermé, clairement, et il la considère pas trop. En vrai, personne croit en elle. Il n'y a pas de scène, pas de musique, juste une fille de 16 ans qui doit faire ses preuves a cappella devant une des personnes qui peut littéralement changer le cours de sa vie, de sa carrière. Devant l'homme le plus intimidant de l'industrie. Elle chante et quand elle s'arrête, c'est le silence le plus absolu. Jay-Z sourit même pas, il loge pas la tête, rien. Il se penche vers son équipe et murmure une phrase qui aurait pu tuer sa carrière sur le coup. Elle est trop timide, je vois de la peur, pas une star. À 17h, pour lui, le dossier est clos, il se lève, prêt à mettre fin au rendez-vous. Donc Jay-Z part, il prend le couloir et il croise le CEO qui le rattrape par le bras et qui lui dit la phrase qui va clairement tout changer. Écoute-moi, son manager a un rendez-vous avec Cliff Davis demain à 9h. Pour ceux qui savent pas, Cliff Davis, c'est l'homme qui a découvert Whitney Houston. Et il se trouve que c'est le plus grand rival de Def Jam. Donc d'un coup, vous imaginez bien, en tant qu'homme qui se respecte, Jay-Z, son visage change complètement. Son ego de compétiteur prend le dessus. Et la question, en fait, c'est plus vraiment est-ce que Rihanna est assez bonne, est-ce qu'elle a une aura de star, c'est est-ce que je pourrais supporter voir Cliff Davis réussir avec elle. Et évidemment, la réponse est non. Imaginez bien la scène lunaire, il est 19h, Jay-Z demande à la sécurité de fermer toutes les portes, de condamner tous les ascenseurs. Et en fait, la soirée bascule vraiment dans l'irréel. Tous les employés rentrent du bureau, toutes les lumières s'éteignent, sauf au 22e étage, c'est la panique la plus totale. Jay-Z essaie de réunir tous ses plus grands avocats. Et pourquoi cette armée d'avocats? Parce qu'ils doivent littéralement rédiger avant le lendemain de 9h un contrat pour plus de 6 albums, en partant de zéro, sans modèle, au milieu de la nuit. Pour une artiste quasi inconnue qui sort de nulle part. Parce qu'au milieu de ce chaos le plus total, il y a quand même Rihanna qui a 16 ans. Elle est assise sur le canapé du hall d'entrée. Elle est épuisée, elle attend juste que les bons hommes en cravate décident de son destin. Il est 3h du matin quand la porte du bureau s'ouvre enfin. Jay-Z la fait rentrer, il est épuisé aussi, il fait tomber sa veste et il lâche le contrat de 50 pages sur la table. Il la regarde droit dans les yeux et prononce cette phrase qui deviendra un mythe dans le business de l'industrie musicale.
Il n'y a que 2 façons de sortir de cet immeuble ce soir. Soit tu signes le contrat et tu passes par la porte, soit tu signes pas et tu sautes par la fenêtre. Bon, rappelez-vous, on est au 22e étage, donc c'est un faux dilemme. C'est brutal, c'est ultra théâtral. En fait, tu lui fais vraiment comprendre qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, qu'il mise tout sur elle, et d'une manière assez toxique, il lui fait comprendre qu'elle a intérêt à tout miser aussi sur ce contrat. Elle signe, elle redescend enfin dans le hall de l'immeuble pour quitter le bâtiment, et le soleil est déjà en train de se lever. Def Jam a gagné, et d'ailleurs, le plus dingue de cette histoire, c'est que son concurrent ne saura jamais que Rihanna était là. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on vient d'assister à la naissance de la grande Rihanna qu'on connaît maintenant tous. On vient de voir la genèse et l'histoire de Rihanna, mais en fait, il y a eu un vrai pivot en 2007. C'est un petit saut de 2 ans, mais ça a eu le temps de tout changer. En 2007, Rihanna a déjà sorti 2 albums, elle passe à la radio, tout semble aller plutôt bien. Mais si on regarde les vrais chiffres, ceux qui intéressent vraiment les labels, il y a un gros problème. Son premier album a fait 2 millions de vues. Dit comme ça peut paraître énorme pour quelqu'un qui s'y connaît pas, mais en fait, c'est rien. Pour une multinationale qui veut dominer le marché, c'est ridicule. Donc c'est clairement pas un succès, on va pas se mentir. Le problème en fait de Rihanna, c'est qu'elle est invisible. Elle est rangée dans la case fille sympa des îles, c'est mignon, c'est pas non plus bouleversant. C'est lisse, ça vend pas assez de rêves sur la durée. À ce moment-là, faut s'imaginer qu'à côté, il y a Beyoncé qui prend vraiment la couronne de la diva, et il y a les Pussycat Dolls qui ont pris un peu le côté, le credo sexy. Du coup, Rihanna, elle est un peu entre les deux, mais nulle part. Pour le marché, c'est comme si elle avait 0 identité propre et c'est triste parce que on catégorise encore beaucoup les femmes, on les compare entre elles et l'industrie musicale, c'est de loin l'industrie la plus impitoyable sur le sujet. Donc en gros, s'ils réagissent pas maintenant sur le cas de Rihanna, dans 2 ans, tout le monde aura oublié son nom. Et c'est là qu'elle décide elle-même de marquer un grand coup. Elle arrête d'écouter les autres, elle arrête d'écouter les labels, elle arrête d'écouter ces hommes qui veulent toute la journée lui coller des étiquettes et modeler son image à leur façon. Et elle impose pour une fois sa vision des choses. Elle a une idée, son équipe est en panique totale. Ils disent que c'est du suicide, que c'est n'importe quoi, que ça va la couper de son public. Et pourtant, elle s'en fout. Elle prend une décision qui va radicalement changer sa vie. Elle fonce chez le coiffeur et elle rase. Fini les cheveux longs, les robes à fleurs, la fille sympa des îles. Elle passe au noir corbeau, coupe courte, tenue de cuir. Et ce geste-là, cette action-là, c'est loin d'être anodin. Faut bien comprendre que ça n'a jamais été une question de style en fait. C'est de la stratégie pure. En changeant radicalement, elle devient impossible à ignorer. Elle passe partout dans les news et ça devient le sujet numéro 1 dans l'industrie musicale. Donc elle sort enfin de l'ombre de Beyoncé, de toutes les grandes pop stars de l'époque. Mais bon là on est sur changer son image, c'est bien. Sortir un hit c'est mieux. Et c'est là où elle va avoir un flair de dingue. C'est précisément à ce moment-là qu'une de ses démos est en train de faire le tour des maisons de disques. Le titre s'appelle Umbrella, qui veut dire parapluie. Et en fait, ce que personne sait, c'est que cette chanson, elle a d'abord été proposée à Britney Spears. Mais l'équipe de Britney a complètement refusé, pensant qu'il n'en avait pas besoin, que la musique avait aucun potentiel. Grosse erreur, Rihanna s'en empare, s'approprie la chanson, bloque les droits d'auteur et va direct en studio. Et résultat, les chiffres sont sans appel, elle plie le game. Donc en refusant de suivre les codes, elle a multiplié sa valeur par 5 en quelques mois. Et à ce stade, tout le monde pense qu'elle est déjà au sommet de sa gloire. Ils ont rarement vu une croissance aussi rapide en fait. Mais ils se trompent lourdement parce que Rihanna, elle, ce qu'elle voulait, c'était pas être juste la reine de la pop. Elle préparait en silence un braquage industriel massif. Une attaque frontale contre une industrie à plus de 500 milliards de dollars. On avance encore de 2 ans pour février 2009. Et à cet instant précis, Rihanna est censée être au sommet. Elle doit chanter aux Grammy Awards, tout le monde la pense complètement intouchable. Mais la veille de la cérémonie, tout s'effondre. Rihanna a en fait été victime d'agression par Chris Brown et la news a fait le tour de la planète. La marque de cosmétiques CoverGirls, avec qui elle avait un contrat énorme, suspend directement les publicités. Ils ont peur pour leur image, ils veulent surtout pas être assimilés à un drame conjugal. Bref, c'est la panique à bord. Faut imaginer surtout qu'à cette époque-là, c'est pas du tout, encore moins que maintenant, des sujets abordés par les marques. Et souvent, la victime est couverte de honte. Et dans l'industrie musicale, il existe un manuel de gestion de crise très précis dans ce genre de cas. Et c'est horrible parce que les experts en communication lui disent tous la même chose. Il faut qu'elle joue la victime parfaite. En fait, on attend d'elle qu'elle aille pleurer sur le canapé d'Oprah Winfrey,
qu'elle s'excuse, limite, d'avoir été dans cette situation, et qu'elle nous sorte une belle petite musique au piano, triste, pour rassurer l'Amérique. Le but est simple, sauver les meubles, ne surtout pas faire de vagues, et rassurer les actionnaires. Sauf que Rihanna, elle, vous l'avez compris, c'est un électron libre, elle a déjà du caractère et assez de courage, en fait, pour s'affirmer, face à une industrie qui la menace de la piétiner au final. À ce moment-là, elle va réussir à faire ce que trop peu de personnes maîtrisent, rester elle-même. Elle refuse le rôle de victime, elle refuse de s'excuser, elle refuse de s'écraser, elle refuse d'utiliser ses propres traumas pour encore plus vendre. Au lieu de sortir l'album que tout le monde attend, elle sort un autre album qui s'appelle Rated R. La pochette est sombre, elle est entourée de fils barbelés, c'est très rock, noir et blanc, c'est violent, agressif. Et quand on regarde les bilans financiers juste à sa sortie, c'est vraiment la douche froide. L'album se vend à 3 millions d'exemplaires seulement. Si on compare aux 9 millions du précédent, c'est pas dingue. C'est même une chute vertigineuse de 66% de son chiffre d'affaires. Pour le label, c'est une catastrophe, ils sont persuadés qu'elle est en train de tuer sa carrière. Mais ils se trompent complètement de métrique. Parce qu'avec ce move, Rihanna, elle n'a pas forcément décuplé ses ventes court terme, mais elle a maximisé la valeur de ses clients, long terme, la fidélité de son audience. Et c'est précisément à ce moment-là que sa base de fans change de nature. Avant, c'était une relation transactionnelle, les gens achetaient ses CD parce qu'ils trouvaient ça sympa. Après cet album, ils achètent parce qu'ils adhèrent à la personne et ses valeurs. Et c'est d'ailleurs là que naît la Rihanna Navy, une armée de fans prêts à tout acheter, non pas pour la musique, mais bien pour ce qu'elle représente, la résilience. Et sans cette résilience, sans cette vision, elle n'aurait jamais pu créer ses marques et concurrencer les plus grandes industries parce qu'elle n'aurait jamais eu une base de clients si fans. On n'achète pas du rouge à lèvres à une victime, on l'achète à une guerrière. On fait maintenant un bond de 10 ans en avant. On est en 2017, Rihanna est au sommet de sa musique, mais étrangement, elle se retire doucement. Les fans réclament un album, les médias s'impatientent, pourtant elle ne sort rien. Ce qu'ils ne voient pas en fait, c'est qu'elle est en train de préparer son exit stratégique. Elle a compris que la musique c'était un business ingrat. Tu gagnes de l'argent que quand tu tournes, que tu crées des nouveaux albums et que clairement tu vends ton temps, ton énergie, ton image. C'est certainement pas un actif qui travaille pour toi pendant que tu dors. Alors dans le plus grand secret, elle passe toutes ses journées dans les laboratoires de Kendo, la division beauté LVMH. À ce moment-là, le marché cosmétique, c'est vraiment un marché de monopole, enfin plutôt d'oligopole, tenu par des géants comme L'Oréal, Estée Lauder, Revlon. Et ces marques, elles font la même chose depuis 50 ans. Elles vendent du rêve standardisé. Les gammes de fond de teint s'arrêtent au beige doré. C'est une aberration économique en plus parce que ces marques ignorent 40% de leur cible en laissant des milliards de dollars sur la table, en plus d'être pas très éthique, pas très diversifiée. Et c'est précisément là où Rihanna décide de frapper fort. Elle cherche pas à faire mieux, elle va dans son océan bleu. Le 8 septembre 2017, Fenty Beauty est lancé. Et là, c'est le choc industriel. La norme, c'était de lancer entre 12 et 15 teintes. Rihanna, elle arrive et elle pose 40 teintes sur la table dès le jour 1. Du blanc le plus pâle au noir le plus profond. C'est du jamais vu parce qu'elle ne vend plus seulement du maquillage, elle vend de la considération. En fait, elle dit aux femmes, les autres vous ont oublié, mais moi je vous vois. Et la réponse des consommateurs, elle est violente mais immédiate. Les stocks sont dévalisés, les magasins Sephora doivent créer des files d'attente. Et en termes de chiffres, ça donne clairement le vertige. En seulement 40 jours, Fenty Beauty génère 100 millions de dollars. C'est ce qui s'appelle un démarrage foudroyant. Pour comparer un petit peu, la marque de Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, a mis 18 mois à atteindre ce stade-là. Rihanna, elle a tout explosé en 40 jours. Et en une année complète, Fenty atteint 550 millions de dollars. Et l'impact, il est tel que les analystes financiers lui ont donné un nom. Le Fenty Effect. Et en fait, c'est le moment où toute l'industrie a paniqué. En fait, en voyant ces chiffres, toutes les marques centenaires, comme CoverGirl, qui l'avait complètement délaissée quand elle était victime de violences conjugales, ont clairement compris qu'elles étaient oubliables en 4 secondes à peu près. En une nuit, elles sont devenues complètement obsolètes. Dans les 12 mois qui ont suivi, absolument toutes les marques ont sorti 40 teintes d'urgence. Mais c'était trop tard, Rihanna a déjà complètement bouffé le marché. En fait, elle a pas juste pris une part du gâteau, elle a changé la recette du gâteau. Elle nous a fait un buffet à volonté où il n'y a plus rien à ajouter en fait. Et c'est avec ce coup de maître qu'elle est passée de millionnaire de la musique au statut de milliardaire de la beauté. Et c'est à partir de ce moment-là que la musique n'a plus que représenté 3% de sa fortune. Et pourtant, elle n'avait pas fini. Parce que rappelez-vous, Rihanna, elle a une mission, c'est de montrer aux femmes, dans toute leur diversité, qu'elles existent, qu'on les voit et qu'on va créer et penser des produits pour elles. Donc il lui restait un autre géant à abattre. Le géant de la lingerie, qu'elle pensait intouchable et qu'elle avait dans le viseur depuis très longtemps.
Nous sommes en 2018, le séisme Fenty Beauty est encore en train de secouer le monde, mais Rihanna, elle a déjà rechargé son arme. Cette fois, elle s'attaque à la lingerie. Sauf que là, on a un adversaire d'un tout autre calibre. En face, on a le monstre sacré Victoria's Secret et personne n'y touche. Ils détiennent plus d'un tiers du marché américain. Leur marketing, il est huilé depuis des décennies, c'est basé sur ces anges, avec comme mantra cette perfection inaccessible. C'est des mannequins d'1m80 au moins, elles sont ultra minces, elles ont des ailes dans le dos. Et pendant longtemps, ça a vraiment marché, personne ne remettait ça en question. Et pourtant, Rihanna, elle, c'est une visionnaire. On n'oublie pas qu'elle a un flair incroyable et qu'elle a senti le vent tourner avant tout le monde. Elle a même lancé un mouvement en fait. Parce qu'elle a bien vu que la société avait changé, que le mouvement du body positive montait, que les femmes en avaient marre de souffrir et se torturer pour ressembler à une espèce de fantasme. Elle a compris que les femmes voulaient se sentir puissantes et au plus proche d'elles-mêmes. Alors elle lance Savage X Fenty. Et la stratégie, elle est vraiment radicale. Elle prend le business model de Victoria's Secret et elle l'inverse totalement. Victoria's Secret vend de l'exclusion. Elle va vendre de l'inclusion massive. Elle organise des défilés où on y voit clairement toutes les morphologies, toutes les origines, des femmes enceintes, des femmes handicapées, toute la diversité féminine. Et ça marche, très vite même. Alors que Victoria's Secret s'entête à refuser le changement, leurs ventes s'effondrent. Et en 2019, ils sont tellement humiliés qu'ils sont forcés de supprimer leur défilé historique qui est télévisé faute de spectateurs. Et au même moment, Rihanna, elle signe un deal avec Amazon Prime pour diffuser son propre show dans 200 pays. C'est un transfert de pouvoir ultra symbolique et brutal. Et si on regarde les chiffres, c'est un vrai massacre. En 4 ans, Victoria's Secret est passé d'un tiers du marché à seulement 19% des ventes. Ils perdent la moitié de leur dominance. Et pendant ce temps, la marque de Rihanna est en train d'exploser. En 2021, après une levée de fonds, cette marque atteint plus d'1 milliard de dollars de valorisation. En fait, en moins de 3 ans, il faut se rendre compte qu'elle a créé une licorne. Dans un secteur qui est vraiment pas simple. Tout ce qui est food en VC, tout ce qui est textile, on évite en général. Donc sa stratégie, elle est simple, elle a identifié un leader vieillissant, elle a construit l'offre opposée dans son océan bleu, et elle a capturé toute la valeur. Tout. Et c'est ce qu'on appelle une disruption de marché. C'est rendre le leader obsolète pour prendre sa place. Maintenant, passons à la partie décryptage de ce branding, parce que rien de tout ça n'est dû au hasard. Il faut être très clair sur un point. Oui, Rihanna, c'est une excellente femme d'affaires. Oui, elle sait s'entourer et repérer les opportunités. Oui, elle a une intelligence stratégique hors pair. Mais si elle pèse plus d'1,4 milliard de dollars aujourd'hui, ce n'est pas uniquement grâce à ses compétences en gestion, à la qualité de ses produits. Parce que la réalité, c'est que des bons fonds de teint, il y en a de partout. Des marques de lingerie, il y en a des centaines, voire des milliers. Pourtant, personne ne fait les chiffres de Rihanna. Pourquoi ? Parce que son véritable actif, ce n'est pas Fenty, c'est elle-même. C'est son personal branding. Et si je peux ouvrir une parenthèse, c'est là qu'on voit un tournant dans l'industrie du business de manière générale. C'est que maintenant, on valorise financièrement des business qui reposent sur du personal branding, chose qu'on croyait vraiment impossible avant. Comme les secrets de Loli, par exemple, en France. Quand j'ai vu Kelly Massol en conférence, beaucoup d'hommes lui ont posé la question version financier, retirer leur petite cravate et disaient « Oui, mais comme votre marque, elle repose sur vous, vous pensez que vous allez vraiment pouvoir la revendre, etc. » La marque, elle est ultra valorisable et valorisée. Comme Rihanna, les business qui reposent sur du personal branding vont valoir de plus en plus d'argent et seront revendables. Le marché s'adapte. Et Rihanna, c'est ce qu'elle a réussi de plus fort. Elle a compris que son image, c'était pas juste une photo sur un magazine, c'était pas juste la proie des labels, c'était un levier financier surpuissant. Elle a transformé sa personnalité en levier économique. Elle a transformé son nom en garantie de confiance qui permet de vendre à peu près n'importe quoi. Bien plus vite que n'importe quelle entreprise classique. Et c'est son image qui lui a ouvert les portes de LVMH. C'est son image qui a tué Victoria's Secret. C'est son image qui a vendu pour plus de 100 millions de dollars du maquillage en un mois. Et c'est quand on décortique la mécanique de ce branding qu'on comprend qu'elle a utilisé 3 leviers psychologiques. 3 leviers précis que 99% des entrepreneurs ignorent. Le premier, c'est la loi de la polarisation. La plupart des entrepreneurs souffrent de ce que j'appelle le syndrome du mouton. Ils essaient de plaire à tout le monde, ils lissent leur communication, ils essaient de sélectionner la plus grande part de marché. Ils pensent à tort en fait que pour vendre, il faut plaire à tout le monde. Il faut prendre ce qui marche déjà et que ça suffit, il faut juste redoubler.
Bon, si tu penses ça aussi, il faut clairement qu'on revoie les bases ensemble, parce qu'en réalité, c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire dans les années qui vont suivre. Rihanna, elle a compris une vérité très brutale qui moi-même m'avait secouée au début. Si vous ne dérangez personne en business, c'est que vous n'existez pour personne. Et c'est exactement cette mécanique invisible qu'on voit dans son pivot de 2007 ou dans sa gestion de crise en 2009. Quand elle rase son crâne, quand elle refuse de s'excuser parce que c'est elle la victime, elle polarise, elle divise, elle suit ses convictions et elle ne faiblit pas. Et forcément, ça instaure un filtre naturel de disqualification. En fait, elle envoie un signal clair à son marché. Si vous cherchez une poupée docile, je ne suis pas cette personne. Et en fait, c'est là que c'est fascinant sur le plan psychologique. Elle active en réalité un levier fondamental dans la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Le besoin d'appartenance. Quand vous vendez un produit qui se base sur le personal branding, ce que vous devriez faire, vous activez un levier d'appartenance. L'être humain, il a une peur panique d'être seul. Et c'est une peur panique qui est quasi physiologique, puisqu'à l'époque des hommes de Cro-Magnon, la solitude voulait dire la mort. En gros, si vous détachiez du groupe, vous étiez sûr de mourir de froid, de faim, tué par un mammouth ou genre que sais-je. Et le cerveau a intégré ça, et comme je vous le dis tout le temps, le cerveau n'a pas changé depuis la nuit des temps. Donc l'humain ne veut pas être seul, il veut appartenir. Et si vous vendez de l'appartenance, vous êtes gagnant à 100%. Et pour créer cette sensation de groupe, il faut créer des frontières, donc polarisées. Il y a eux qui croient ça, et il y a nous qui avons telle conviction. C'est la même stratégie qu'utilise Apple, qui clairement vend des téléphones à 1000 balles, alors que 100% des autres téléphones valent 2 fois moins. Ils achètent pas des meilleures photos, ils achètent pas un meilleur processeur, ils achètent de l'appartenance. C'est la même technique chez Harley Davidson, eux ils vendent aux rebelles. T'achètes le droit de porter un blouson en cuir et d'en avoir plus rien à foutre de faire du bruit avec ta moto. Et Rihanna, elle a fait exactement le même braquage psychologique. Quand une cliente elle achète du Fenty, elle est pas en train d'acheter du fond de teint pour cacher ses cernes, elle rejoint la Rihanna Navy dont on parlait tout à l'heure. Et c'est ça le secret. Un client classique, c'est infidèle. Ça compare, ça hésite, ça part chez le concurrent pour 2 € de différence. Mais un membre de tribu, ça regarde même pas le prix. Et c'est ça qui lui permet d'avoir des marges non seulement indécentes, mais un taux de riz incroyable. Elle n'a pas essayé de convaincre la terre entière, et c'est souvent l'erreur que vous faites pour vos offres. Elle a construit un refuge pour ceux qui lui ressemblent, qui partagent les mêmes convictions. Et ça vaut plus que n'importe quelle campagne marketing. Une fois qu'on a compris comment elle crée sa tribu, la question c'est qu'est-ce qu'elle en fait? Comment elle la monétise? Et ça nous amène directement au deuxième levier, qui est sûrement le coup de génie le plus invisible de sa carrière. La stratégie de l'écosystème. C'est probablement le point le plus mal compris du grand public. Tout le monde se demande pourquoi elle sort plus d'albums, elle a la flemme, ça doit pas bien aller, c'est parce qu'elle est devenue maman, est-ce qu'elle manque d'inspiration? La réponse est non, elle sait juste compter. Elle a fait un calcul très simple. Le modèle économique de la musique a changé. Aujourd'hui, le modèle économique de la musique, ça rapporte quelques centimes par stream. Vendre des produits physiques comme des cosmétiques ou de la lingerie, ça rapporte des milliards. Sans qu'elle continue à vendre son image continuellement, à se produire sur scène, à devoir faire le tour du monde, à être sans arrêt modelée par des labels. Du coup, elle a opéré clairement une inversion totale de son business model. En fait, la musique, c'est plus son produit final, c'est son canal d'acquisition. Et Rihanna, elle fait comme moi, elle utilise la méthode de ce que j'appelle le full organique. Et regardez ses concurrents. Pour trouver des clients, L'Oréal, Estée Lauder et j'en passe, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est investir des millions, voire des milliards en pub. Ils payent leurs clients, ils doivent payer pour avoir l'attention, ils doivent payer pour vendre leurs produits. Rihanna, elle a hacké le système. Elle utilise ses clips, ses chansons, ses tournées pour faire des apparitions publiques et induire son produit. C'est comme du contenu gratuit, mais devant la planète entière de fans qu'elle a. Et une fois que les gens sont captifs, qu'ils sont fans, elle les redirige vers ses produits physiques, tout simplement. C'est une masterclass, c'est un tunnel de vente parfait. C'est exactement ce que je fais à ma petite échelle, mais c'est exactement comme ça que j'ai fumé 100% de ma concurrence en quelques mois. En haut du tunnel, l'artiste attire le trafic. En bas du tunnel, l'entrepreneuse convertit son trafic en cash. Et la preuve ultime de cette stratégie, c'est le Super Bowl. Je vous rappelle le contexte. En 2023, la NFL ne paye pas les artistes. 0 $ de cachet pour un show de fou comme ça, parce qu'ils savent très bien que ça leur apporte autre chose. Donc en fait, beaucoup d'artistes refusent pour cette raison. Mais Rihanna, elle pense grand, elle pense beaucoup plus loin et elle connaît la puissance de l'organique parce qu'elle le maîtrise. Elle a vu ça comme un espace publicitaire de 13 minutes devant 118 millions de personnes, déjà fans. Au milieu du show, elle s'arrête en pleine musique, elle sort son poudrier Fenty, elle se repoudre le nez. Et ça, c'est pas un geste anodin, hein. Vous vous trompez si vous pensez que c'est spontané, que c'est une idée comme ça. C'est un placement de produit chirurgical, probablement le placement de produit le plus rentable de l'histoire. Selon les analystes,
Juste ces 3 secondes de repoudrage de nez, ça a généré 5,6 millions de dollars de valeur média instantanée. Les recherches Google de Fenty ont bondi de 833%. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, en vrai. 3 secondes. Alors ok, vous avez pas un show au Super Bowl, j'imagine, mais vous avez les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux vous permettent de toucher des millions de personnes à travers le monde. Je sais pas si vous réalisez que vous avez quasiment le même outil entre les mains. Elle a transformé un concert gratuit en la publicité la plus rentable de l'histoire. Elle a transformé du divertissement en chiffre d'affaires. C'est exactement ce que tu peux faire avec tes réseaux sociaux. Ça, c'est la puissance d'un écosystème. Utiliser son image pour ne plus jamais avoir à payer pour trouver des clients, et c'est ma spécialité. C'est pour ça qu'avoir un excellent branding, pour toi qui me regarde, c'est super important. Mais ce système-là, il serait pas complet sans le 3e et dernier pilier. Et celui-là, c'est mon préféré parce qu'il va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on vous baragouine toute la journée sur le marketing. C'est ce qu'on appelle l'économie de la rareté. On vit dans une époque où en fait les créateurs de contenu ils sont devenus esclaves de l'algorithme. La règle d'or aujourd'hui c'est l'omniprésence, Insta, LinkedIn, YouTube, TikTok et j'en passe, et faire du volume. Être partout tout le temps, avoir peur de se faire oublier, penser aux stories. Bon évidemment si tu me suis depuis un bout de temps, t'as compris que j'étais complètement contre ce bullshit là, mais pour le commun des mortels c'est la course au volume. Mais Rihanna elle a choisi une autre voie, celle du luxe. Après avoir inondé le marché à ses débuts, puisqu'elle sortait un album par an, c'était clairement l'usine, elle a totalement changé de rythme dès qu'elle a atteint son statut d'icône. Elle a disparu de la musique pendant plus de 7 ans. Pendant 7 ans, plus rien. Pas d'album, rien. Pour n'importe qui d'autre, ce serait un suicide médiatique, mais pour elle, c'était clairement un levier et une stratégie de valorisation. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris une loi économique immuable, ce qui est abondant ne vaut rien. Ce qui est rare et cher a beaucoup de valeur. En fait, en se retirant, elle a créé un manque artificiel d'elle insupportable. Et elle a transformé sa présence en un événement. Et en vrai, il suffit d'aller sur Insta pour s'en rendre compte. Quand Rihanna poste, tout le monde est au courant, le monde s'arrête, le scroll s'arrête. Et c'est la différence fondamentale, je pense, entre être populaire et être précieuse aux yeux de sa cible. Et bon, c'est 2 mondes différents, mais par exemple, moi, en septembre et octobre, j'ai très peu posté, et mon chiffre d'affaires n'a jamais été aussi élevé. Donc ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire là, au début, mais ça veut dire que quand votre présence est devenue pertinente, indispensable, que vous êtes mémorisable, vous dépendez plus de votre rythme de poste. Et bien plus encore, votre présence est une bénédiction. En marketing et en vente, on appelle ça le principe du Veblen-Good, le bien de Veblen. Plus l'accès est difficile, plus le désir augmente. Et du coup, en refusant d'être accessible, elle s'est pas fait oublier, bien au contraire, elle est devenue l'obsession. En fait, elle a prouvé qu'à un certain niveau, un haut niveau, le silence n'est plus une absence. C'est une stratégie marketing contrôlée et redoutable. Au final, si on doit résumer cette masterclass en une leçon, oublie le fond de teint, oublie la lingerie, oublie les milliards, le vrai produit, le seul qui compte, c'est toi. Ce que Rihanna a prouvé, c'est que le personal branding, c'est pas juste pour faire de la déco, c'est pas juste des posts Instagram. C'est l'actif le plus rentable au monde. Ça ne va cesser d'être de plus en plus rentable et reconnu et valorisable. C'est le seul investissement qui ne perdra plus jamais de la valeur. C'est le seul truc qui te permet de vendre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. Elle a transformé son nom en garantie bancaire. Alors maintenant, quand tu vas retourner bosser dans ton business, pose-toi la vraie question, celle qui fait mal. Est-ce que tu es juste en train de vendre un truc banal que ton voisin peut copier demain ? Ou est-ce que tu es en train de construire un monopole personnel ? Un truc incopiable, inimitable. Parce que la réalité du marché, elle est brutale, mais elle est simple. Celui qui possède la marque possède le marché. Alors à toi de jouer, c'était Anaïs. Voilà.